à tes coups et puis en fait généralement surtout on a tous des machines qui se complètent et ça c'est cool. Trop bien. C'est vraiment trop bien pour le collectif X. On se fait quoi, une petite visite de la Tiny? Bah go hein. Ouais. Allez, et ben on va faire dans le sens de notre déplacement. La première chose qu'on voit c'est là, c'est un coffre avant, c'est un coffre technique qui va permettre d'accueillir un tableau électrique, du gaz. Plus tard peut-être des batteries pour une autonomie, mais moi je suis pas, on parle de low-tech, tu vois, moi je suis très sceptique de l'autonomie en batterie en fait. Pour moi c'est pas du tout low-tech, mais c'est un débat qu'on peut avoir avec grand plaisir qui est super intéressant. Et donc là, première chose low-tech, tout de la récup. Ça c'est de la récup. Ça c'est la récup de Fred qui fait sa tiny à côté. Ça c'est les chutes de mes montants d'ossature. Donc en fait toute la récup. J'ai grandi avec un grand-père qui était agriculteur et qui était de récup low-tech à fond en fait, mais c'était normal dans la campagne. Et donc moi j'ai toujours grandi avec des clous rouillés, des vis rouillées, des embouts de visseuses qui sont toutes défoncées et tu te démerdes avec. Et pour moi c'est totalement normal de te casser le cul à avoir 50 vis différents quand tu construis. Et du coup, à chaque fois, changer d'embout, à chaque fois, tu dois scier ta vis parce qu'elle est trop longue. J'ai toujours été habitué à me démerder avec ce que j'avais. Et du coup, là, je le remets énormément dans la Tiny. Il faut trouver l'équilibre entre, ok, j'achète du stock et j'ai du matos. Et en même temps, je fais avec des trucs que je trouve autour de moi, des vis, machin, est-ce que c'est les bonnes, pas les bonnes, je sais pas. Donc voilà, ça c'est de la récup de Fred, les récup de mes chutes, de mon temps. Petite autre particularité low-tech qu'on va pas beaucoup voir, c'est ce grillage à poules. C'est une particularité, pourquoi? Parce qu'en fait la dalle de la Tiny c'est quelque chose qui est très particulier. Justement on a fait une vidéo rien que sur ça pour expliquer les différentes dalles possibles. Et en gros en termes de quantité de matériaux, t'as des gens qui mettent des plaques d'alu perforées. Donc moi ça me fait vraiment chier de me dire j'exploite de l'aluminium qui est quand même une saloperie à extraire juste pour protéger le dessous de ma Tiny alors qu'un grillage normalement a le même effet puisque c'est pour protéger par exemple des projections de petits cailloux, des trucs comme ça. Pareil, souvent il y en a qui vont mettre des planches de contreplaqué, on appelle ça du bakélisé, du contreplaqué filmé, des trucs pour couler du béton. Donc c'est du contreplaqué, plein de colle et tout ça. Et je me suis dit, ça c'est quand même pas beaucoup de matière pour avoir le même effet un petit peu. Donc voilà. Après, est-ce que ça tiendra dans le temps? Je sais pas, prototypal. Il y a aussi les fenêtres. J'ai des fenêtres de récup et des fenêtres neuves. C'est quand même très particulier une Tiny, notamment sur les ouvertures. C'est très petit, donc si ça s'ouvre dedans, ça prend de la place, etc. Donc c'est assez spécifique les menuiseries en Tiny. Mais malgré tout, j'avais pas envie encore d'avoir du neuf et du neuf, alors qu'il y a plein de choses qui existent et qui sont déjà fabriquées et qui attendent de trouver preneur. Donc en gros, j'ai 3 menuiseries neuves et 2 menuiseries d'occasion. Donc elles sont pas parfaites, elles sont pas exactement comme j'aurais aimé, elles seront moins ergonomiques que ce que j'aurais fait faire sur mesure, mais en attendant c'est des choses qui dormaient sur le bon coin ou dans des greniers et voilà. Donc là j'ai 2 petites fenêtres qui viennent de récup. Ça demande aussi plus de taf, faut les poncer, faut les vernir, faut les adapter aussi, et ça demande de penser un projet architectural totalement différemment de ce qu'on fait ou de ce qu'on apprend. Moi j'apprenais, on dessine et ensuite on fait faire sur mesure par rapport à ce qu'on dessine. Et là, moi je m'aperçois que ce que j'ai toujours aimé faire, c'est d'abord trouver des choses autour de moi et ensuite concevoir en fonction de ce que j'ai trouvé. Donc là, mon plan, il dépend de la fenêtre que je dois trouver. Et en fait, finalement, tu trouves la fenêtre, commences à faire un plan en te disant, là, ça veut dire je sais que j'aurai une fenêtre parce que c'est ma cuisine. Elle doit avoir à peu près cette forme-là et cette taille-là. Ensuite, tu dois trouver le matériel et une fois que tu as le matos, tu dois l'acheter et le mesurer parce que si tu le mesures et que tu l'achètes pas, c'est pas dit qu'il disparaisse, que quelqu'un d'autre le prenne. Et ensuite, tu dois refaire ton plan pour l'adapter à ce que tu as trouvé. Donc c'est une autre façon aussi de concevoir l'architecture. Alors tu es actuellement les pieds dans les WC. Là où tu es, ça sera la salle de bain. On peut voir qu'il y a des dessins sur les murs qu'on a fait il y a pas longtemps, que j'ai fait hier je crois ou avant-hier justement pour pas me projeter. Donc là c'est la salle de bain. Déjà il n'y a pas d'évier parce que l'évier de la cuisine est là. Et en fait c'est la même distance que dans une salle de bain normale en fait, dans une tiny tu vois. Et est-ce que ça valait le coup? Alors après il faut réfléchir à son usage, moi j'en ai pas besoin en fait, je peux me faire ça dans l'évier de ma cuisine. Donc là c'est la salle de bain, là il y aura la cuisine, on voit ici les petites plaques de cuisson, l'évier, voilà le meuble de cuisine avec des rangements au-dessus. Ça c'est la trappe qui va au frigo d'hiver justement, donc là si on enlève ça il y a un trou là. Et donc ce sera mon frigo accessible depuis la cuisine. Là derrière j'aurai le compost, direct depuis la cuisine. J'ai 2 sorties ici, pourquoi? Parce que je vais faire une sortie d'eau entre guillemets usée, quand j'utilise un peu de savon. Donc déjà c'est pareil, en fait le low-tech ça commence avec les produits qu'on utilise. Ou même un truc tout bête, est-ce qu'on a besoin de nettoyer sa poêle à chaque fois? Est-ce que la poêle qui a un peu d'huile,
et un peu de goût de la poêlée d'avant, est-ce qu'on peut pas la réutiliser pour faire cuire ces légumes le lendemain, tu vois. Et ça s'appelle les poêles culottées, apparemment c'est ultra utilisé dans la restauration, tu vois. Je savais pas, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc qu'est-ce qu'on a besoin déjà de laver notre truc tout le temps? Déjà après avec quel produit? Et surtout la troisième chose, j'ai deux évacs parce que dans mon évier je veux faire deux bondes. Quand je lave juste des légumes, ou juste je me rince les mains, ou voilà, j'ouvre la deuxième bonde et ça va direct dans une réserve dessous. Et ça je peux utiliser pour le jardin par exemple. C'est de l'eau qui a pas de produit dedans. Et le reste, j'aimerais faire des bacs de phytoépuration. À voir si j'y arrive, si je peux pas, voilà. Pour vraiment me dire je suis clean, même si j'utilise quasiment aucun produit en fait. Donc du coup c'est d'avoir une sortie pour de l'eau qui a aucun savon dedans. Et on peut l'utiliser pour plein de choses dehors. Juste un peu de terre, de légumes quoi. Voilà, une autre petite idée c'est... on a toujours un égouttoir qui nous prend de la place quand on vit à deux ou tout seul. Grosso modo tu vas manger, tu vas faire ta vaisselle, tu vas y mettre là. Et tu vas jamais le ranger dans ton placard. Parce qu'en fait tu vas y laisser jusqu'au prochain repas. Donc c'est toujours de la place qui est prise, qui sert à rien. Bah du coup je me suis dit tiens je vais faire un meuble égouttoir là. C'est un rangement. Je range ma vaisselle dedans et en fait il est ouvert dessous et ça s'écoule dans l'évier. Voilà, comme ça c'est rangé et ça s'égoutte. Je vous disais aussi il faut pas non plus perdre en confort, même avec du low-tech. Et en fait ici où j'aurai un garde-manger sec, et ben si demain je me perçois qu'il y a besoin d'un frigo, j'ai la place et j'ai la prise pour mettre un petit frigo. Tu vois, et du coup j'ai toujours cette résilience là aussi. À partir d'ici on va avoir une estrade qui sera à cette hauteur là en fait. Et ça sera le salon. Alors pourquoi il est sur estrade? Parce que je voulais vraiment un peu l'identifier par rapport au reste. Tu vois, le problème d'un studio souvent c'est que c'est tout mélangé, on sait pas où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on se divertit, où est-ce qu'on se repose. L'estrade là ça fait un peu le truc japonisant, tu laisses tes chaussures avant, tu montes dessus et c'est ton petit îlot super cool, super cosy. Et le fait que ce soit surélevé ça fait qu'il y a plein de rangements dessous. Et il y aura notamment une grosse cuve d'eau, il y aura 150 litres là. La terrasse qui ici elle est aussi surélevée du coup. Et dessous il y aura aussi 150 litres. Ça fait que là j'ai déjà 300 litres d'eau. Et en réalité je peux encore rajouter 150 litres sous l'estrade si je veux. Donc voilà, l'idée moi c'est d'être en récupération d'eau de pluie. Je suis sceptique par rapport à l'autonomie électrique. Par contre je pense que l'autonomie en eau, alors l'autonomie je sais pas parce que vraiment je me rends pas compte de la pluviométrie réelle. Notamment je trouve qu'il pleut quand même de moins en moins. Les ruisseaux sont asséchés de plus en plus tôt dans ma campagne. Enfin c'est des choses qui sont assez flippantes et dont on se rend pas compte. Je sais pas si c'est une réalité ou pas mais je sais pas si c'est possible, moi j'ai envie d'essayer. Donc je sais que je peux avoir déjà 300, je vais avoir 300 litres d'eau. Dont 150 dehors et 150 dedans. Donc le dehors je pourrais normalement pas l'utiliser en hiver parce que ça peut geler. Mais en même temps en hiver il pleut plus. Donc une réserve moins grande en intérieur pourrait peut-être me suffire. Par contre pour les 3 quarts de l'année j'ai 2 cubes. Voire une troisième que je rajouterai. Voilà. Là par exemple j'aurai un revêtement intérieur que je vais faire tout en lambris en planches de récup. Donc là il y a plein de planches. L'idée c'est de toutes les travailler. Et me créer moi-même mon lambris avec plein de planches de récup. Et en fait, ce traitement-là sera le même ici, dedans que dehors, là et là. Donc déjà, ça dessine le salon, et en fait, ça lie le dehors et le dedans. Là, j'ai le même traitement qui file dehors, avec les mêmes volumes. Et bien justement, il y a cette distinction entre dedans et dehors qui n'existe plus, et qui pour moi est un des principes du low-tech, puisqu'on fait avec l'environnement, on fait avec l'extérieur. Et moi, ce que j'adore, c'est vivre dans une maison où je me sens avec les éléments. Là, je vais mettre un Velux, une fenêtre de toit. Le mec, il voulait me vendre le Velux de la gamme au-dessus parce qu'il y a une réduction du bruit de pluie, tu vois. Je lui fais ah non mais moi je suis un peu sauvage, justement je veux qu'il y ait du bruit de la pluie sur ma tiny, tu vois. Et je suis trop bien dans la petite cabane quand il pleut dessus, je me sens trop à l'abri. Et voilà, vivre avec les éléments, je trouve ça, pour moi c'est super important. Donc il y a cette continuité qui file dehors avec de la récup. Ça c'est le frein vapeur en fibre de pin maritime et en papier craft, qui à l'intérieur il est armé pour pouvoir résister à, par exemple si on projette un isolant projeté de la Watt par exemple, donc ça c'est plus résistant. Donc voilà, c'est ce frein vapeur que j'ai du mal à trouver et que j'ai réussi à trouver. Mais après on peut aller encore plus loin dans le low-tech et se dire mais en fait est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un frein à vapeur? Et les gars à côté, ils ont étudié un texte sur le sujet où ils se sont dit mais en fait il n'y a peut-être pas besoin et ils en mettent pas. Et bim, mais en fait on fait tout ça sans réfléchir en fait parce que tout le monde fait ça. Donc voilà, il y a plein de questions à étudier. Et puis après tchouk tchouk tchouk, là on va mettre des prises d'escalade parce que c'est rigolo. Et on arrive sur la mezzanine qui va être à peu près à cette hauteur. On parlait de nos conventions. Ah, on va se dépêcher, il y a le verre. Et ben l'idée c'est de pas mettre de lit. Parce que, bon la tiny le gros problème c'est le poids. Moi j'ai un gros problème aussi, c'est de penser en matières premières et en ressources utilisées. Et me dire j'utilise un plancher lourd avec du bois, parce que le bois ça reste des arbres qu'on coupe en fait. Juste pour foutre un matelas dessus, ça m'emmerde un peu et je me suis dit qu'en fait là, cette partie là, à peu près où je suis, ce sera la place du lit, 140 par 2 mètres, j'ai un énorme hamac. Une grande toile
Et en fait, ça me permet de moi j'adore dormir en hamac, déjà je trouve ça super confortable. C'est ultra rafraîchissant en été et le chaud en tiny c'est une vraie problématique. Ça laissera passer la lumière du Velux, ça sera beaucoup moins prenant et surtout ça utilise quasiment aucune matière, juste pour un truc dans lequel on dort. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de mettre un grand hamac. Est-ce que ça va être possible ou pas? Bah on va essayer et puis on partagera ça, on verra si c'est réalisable. Moi j'y crois. Là je me baigne dans la rivière, tu vois, si je veux me décrasser le soir, donc c'est froid, mais c'est faisable et après tu te sens trop bien. Et bah le chauffe-eau électrique c'est pareil, à un moment si t'as 200 litres d'eau chaude, bah t'es tenté de rester 2 heures sous ta douche, tu vois. Et tu sais très bien que quand il y aura plus d'eau chaude tu vas sortir. Et donc là c'est pareil, si t'as un petit chauffe-eau, parce que de toute façon j'ai pas la place de mettre plus, en fait à un moment je suis obligé de me prendre ma douche en mode normal, je reste pas 2 heures. Et dans notre tête d'occidental ça peut être un inconfort. En fait non, c'est juste du conditionnement, tu vois. Et pour moi, c'est un confort que d'être capable de me dire. En fait, c'est un confort. Comme l'eau, en fait, j'aurais une quantité d'eau limitée. Ça peut être un inconfort et un stress. Mais pour moi, ça me paraît essentiel d'être reconnecté vraiment à nos ressources et de se rendre compte qu'elles sont en quantité limitée. Mais quand on ouvre un robinet ou qu'on appuie sur un bouton électrique et que ça vient à l'infini, on se rend pas compte de ça. Mais pour moi, c'est super important d'avoir cette soi-disant inconfort là, de revenir à des moments où je me dis merde, est-ce que je vais avoir suffisamment d'eau pour rendre compte de la valeur des choses. Voilà, rapido.